Mesdames et messieurs, avec l'incertitude qui atteint des sommets du côté des airdrops, eh bien j'en viens à faire cette vidéo pour discuter de ce sujet. Est-ce que chasser les airdrops est encore suffisant? Et c'est une vraie question. Pour commencer à attaquer le sujet de la vidéo, je vais réagir sur un tweet que j'ai fait récemment, ou plutôt devrais-je dire un retweet d'une information que j'ai vu passer. Le tweet en question, c'est celui-ci qui a été posté par Ignace, et du coup ce bonhomme, ou plutôt ce pingouin, s'est amusé à faire un petit Excel qui fait le récap des airdrops qui sont tombés récemment. Avec du coup 3 informations, donc en premier à gauche on va tout simplement avoir le ticker, c'est-à-dire le nom du projet. Au centre, on a les performances par rapport à l'ATH du jeton. Et à droite, on a le float, c'est tout simplement le pourcentage de la supply qui est disponible sur le marché aujourd'hui. Un exemple ici avec Dimension qui a perdu 70% de sa valeur depuis l'ATH, avec également 17% de la supply en circulation actuellement. Oui, effectivement, c'est les vrais chiffres, il suffit de dézoomer un coup et on va pouvoir les retrouver. Toutes les cryptos qu'il a mis ici ont un point commun, c'est qu'elles ont lancé très récemment, pour ainsi dire courant de cette année. Et au premier coup d'œil, tout simplement, on peut voir qu'elles sont down. Alors vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires, c'est vrai que c'est sûr que ça peut pas être un chiffre positif parce que c'est par rapport à l'ATH. Alors évidemment que ça va montrer des stats qui sont pas jolies et qui sont en négatif. Ce serait d'ailleurs étonnant d'avoir un chiffre positif ici. Et sur Twitter, tu le sais très bien que les gens ont pas leur langue dans leur poche et ils m'ont fait remarquer, et à juste titre, que ces stats là en fait elles étaient pas très pertinentes. Et ce pour une raison plutôt logique, c'est tout simplement que ça représente à peu de choses près la performance moyenne de tous les altcoins. Je veux dire, tu regardes quasiment n'importe quel altcoin, disons Avalanche, voilà, mi-mars il a fait un top à 63$ et actuellement il est à 34$, quasiment à moins 50%. On peut également dire pareil du côté de chez Aptos qui était à 18$ et qui actuellement est à 8,28$, ce qui fait quasiment un moins 60%. Et sinon, un des rares jetons qui défie les lois de la gravité, c'est le PP, qui du coup, malgré la faiblesse du marché, est clairement à son ATH. Et dans les commentaires, il y a Yacine qui m'a partagé un dune qui est très sympathique et qui représente largement mieux la réalité. Et oui, spoiler alert, ici, il y a du vert. Concernant la méthodologie, ça vient tout simplement prendre le prix à la close du premier jour de lancement, et ça vient le comparer au prix actuel pour faire un pourcentage. Et ici, on peut observer qu'effectivement, il y a des airdrops qui sont dans le vert depuis leur lancement. Alors certes, c'est pas la majorité, mais bon, faut pas oublier qu'on est quand même dans une période qui est plutôt difficile pour les altcoins. Dans le vert, on va avoir du TIA. Oui, le jeton de Celestia qui a un x3,5 par rapport à son lancement. On a également du SEI qui a un x2,5, un Optimisme qui a une performance assez triste avec seulement un plus 60% alors que le jeton a lancé dans les tréfonds du bear. Alors c'est un petit truc que j'ai dit machinalement et donc je me suis posé la question de si c'était vrai. Et donc Optimisme a lancé fin mai 2022, ce qui du coup correspond à un lancement pour un Bitcoin à environ 30 000$. Effectivement, la performance est pas spécialement folle. Alors tu l'as compris, il y a effectivement des exceptions à cette règle, mais en général ces exceptions datent d'il y a un petit peu plus longtemps. Et pour les autres qui ont lancé un petit peu plus récemment et qui sont également dans le vert, on a le Jito, Jupiter, PIF, Etherfi ou encore Mavia. Donc effectivement, tout n'est pas si rouge que ça du côté des performances des airdrops récents. Ça me permet également de mentionner encore une fois de toujours avoir un esprit critique par rapport aux données qu'on peut sortir à droite à gauche, et ce même si c'est moi qui peux les présenter. Alors ça risque de sonner un petit peu contre-productif, mais parfois j'ai tendance à zapper des projets. Et quand je dis parfois, en réalité, en ce moment j'ai de plus en plus tendance à le faire. Là où avant je cherchais absolument la moindre raison pour être bullish sur un projet et pour du coup me positionner dessus, eh bien c'est de moins en moins le cas, et surtout il me faut de plus en plus de facteurs qui vont dans le bon sens pour que je décide d'y allouer des fonds. Alors c'est clairement paradoxal quand tu as une chaîne qui est basée quasiment entièrement sur le fait de chasser les airdrops, même si en ce moment je fais un petit peu plus de DeFi et de découverte d'écosystèmes, mais le truc c'est qu'avec les airdrops, malheureusement aujourd'hui on ne contrôle absolument plus rien. C'est-à-dire que t'as beau t'amuser à faire tourner les maths, si un projet décide de la mettre à l'envers à ses utilisateurs, eh bien il le fera. La seule chose qui peut l'en empêcher, c'est l'union communautaire du tribunal de Twitter, qui à force de râler a quand même déjà obtenu plusieurs victoires, que ce soit sur EigenLayer ou alors sur Layer 0 récemment. Mais j'en serais à deux doigts de me poser la question si les projets ne font pas exprès de faire des annonces qui sont exécrables, pour ensuite annoncer un truc un petit peu moins pire, mais pas génial quand même, dans l'objectif de le faire passer un petit peu plus facilement. C'est d'ailleurs typiquement une stratégie qui est utilisée en politique, là où on va annoncer quelque chose d'absolument scandaleux qui n'a aucune chance de passer. Alors les gens vont râler évidemment, et on va faire semblant de faire marche arrière en annonçant une annonce, mais en fait cette annonce là c'est ce qu'on voulait initialement faire passer. Et là par effet de contraste, eh bien les gens vont être ah ouais en fait ça va, c'est pas si hardcore que ça par rapport à la première chose qu'on nous a présentée. Donc je me demande vraiment s'il n'y a pas énormément de ça en ce moment. Ensuite toujours sur le même sujet, mais cette fois-ci avec la question des illustrations, les fameuses saisons 2. Est-ce que ça peut être intéressant de se positionner sur une saison 2? Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? C'est un sujet sur lequel je suis particulièrement divisé. D'un côté parce que généralement sur une saison 2 il y a largement moins d'activité et donc c'est largement plus facile de se positionner correctement. Je veux dire, je sais pas si t'as essayé d'avoir une position sur Parcel, mais vraiment c'est scandaleux à quel point monter dans le classement c'est facile. Par contre quand tu commences à creuser et que tu regardes un petit peu le leaderboard, déjà on peut se rendre compte que comparé à la fin de la première saison il y a quand même beaucoup plus de personnes dessus. On est passé d'environ 250-300 000 wallets à
520 000 wallets. Ok, pourquoi pas, mais ça j'ai envie de te dire dans les chiffres, si t'as un petit peu d'activité dessus, tu vas voir que ça se ressent pas. Et j'ai également envie de te dire qu'il suffit de regarder au niveau de la TVL ce qu'il se passe. Là où elle est clairement divisée par 3 par rapport au maximum qu'elle a jamais atteint. Donc logiquement, il devrait y avoir moins de points qui sont générés. Sauf qu'en réalité, quand on commence à regarder les métriques, eh bien on peut se rendre compte qu'il y a des scores qui sont totalement aberrants dans le top leaderboard, là où on a le top 2 qui pèse plus de 10 milliards de points. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est scandaleux ce score. Actuellement, si tu poses 10 000 $ en LP, tu vas générer 80 000 points par jour. La campagne a commencé il y a environ un mois et demi, soit il y a environ 45 jours. Donc quelqu'un qui a posé 10 000 $ il y a 45 jours, il est à environ 3,6 millions de points. Sauf que là, quand on regarde le top leaderboard, regarde là où ça te positionne si on parle juste en millions de points. C'est donc vraiment juste monstrueux le scoring des premiers wallets qui sont vraiment très en avance sur le reste. Alors évidemment on est d'accord, il y a différentes façons de booster les points, etc. Mais encore une fois, ici on sera très clairement sur un airdrop qui sera 100% linéaire. Je veux dire, ça a été annoncé. Et ouais, effectivement, malgré le fait qu'il y ait bien moins de TVL, bah la question c'est est-ce que c'est rentable ce move là? Et sachant que je le joue de façon quand même relativement active, ben je pourrais communiquer là-dessus au moment de l'airdrop qui normalement aura lieu fin juin. Et voilà, c'est pour illustrer un petit peu le concept des saisons 2. Et ça c'est exactement pareil pour Layer 3 avec sa campagne Infinity Cubes, qui dans son essence de ce qui est écrit ici, c'est vraiment l'équivalent d'une saison 2. Alors voilà, je dois te le dire, je suis quand même assez mitigé sur ces saisons 2. Je suis donc très curieux de voir le résultat des premières qui vont tomber. Ensuite, pour revenir sur le fait que je suis plus sélectif au niveau des airdrops que je chasse, c'est vrai et c'est faux. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'en sait absolument rien de si un projet va faire un bon airdrop ou un mauvais airdrop. Et donc la conséquence de ça, pour revenir sur un tweet de Sisitou, ce serait de se dire qu'à la place de jouer vraiment certains airdrops avec une conviction assez folle. D'ailleurs, juste avant d'aller plus loin, pour le petit fun fact, sur Dune Analytics, il y a un Dune qui permet de savoir combien de fret à dépenser sur Layer 0. Alors je suis pas sûr que je veux avoir la réponse, mais on va quand même regarder, hein, évidemment parce qu'on est curieux. Donc sur mon wallet public, franchement ça va, j'ai dépensé dans les 120 $. C'est rien de trop méchant je trouve. Et d'ailleurs j'ai également regardé sur mon wallet principal, et finalement il est pas si élevé que ça, j'ai seulement dépensé, enfin seulement un double guillemets, 320 $ en frais. Sachant que j'ai commencé en 2022, je trouve la stat pas si aberrante que ça. En réalité je m'attendais plutôt à avoir entre 500 et 1000 $. Après faut pas oublier non plus que ça reste plus ou moins mon job de faire des vidéos sur les airdrops et donc évidemment ça rentre dans mes coûts. Mais assez marrant d'avoir cette stat là. Pour revenir à ce fameux tweet, l'idée serait plutôt de venir s'éparpiller un petit peu à droite à gauche avec pas mal d'activités plutôt que de venir tryhard les sommets sur un projet. J'ai envie de te dire que c'est plus ou moins ce que j'ai toujours fait. À l'inverse d'un Sisitou qui a vraiment cherché les sommets sur Layer 0, là où il a vraiment monté un wallet qui était dans le top 6 à un moment. Donc de tous les wallets qui ont déjà utilisé Layer 0. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme comme stat. D'ailleurs tiens, on pourrait peut-être savoir combien de frais il a dépensé. C'est vraiment pas bien compliqué. Pour faire ça, on va simplement venir copier son adresse et on va la coller. Et là, effectivement, on tombe sur un wallet qui a dépensé 1000 $ en frais de transaction. Mais je suis pas sûr que ce soit son meilleur wallet parce qu'à mon avis, il est à bien plus que ça. Et si on regarde avec un checker assez classique, il serait 236e. Ce qui reste quand même un score assez monstrueux, j'ai envie de te dire. Donc effectivement, ce genre de stratégie, là où tu vas vraiment all-in sur un airdrop, ben, je suis du même avis et c'est un truc qui pour moi ne fonctionne plus. Ou alors si tu fais ça, tu ne le fais tout simplement pas sur un même compte et tu espères effectivement que tu sois éligible sur plusieurs comptes. On sera de toute façon très bientôt fixé sur le sujet. Layer 0, on aura toutes les informations au plus tard dans un mois et demi. Qui du coup sera la date la plus avancée pour le TGE. Sachant que ça fait quand même plus d'1 an et demi que je suis sur le sujet, évidemment que j'attends ça avec impatience et évidemment que j'ai envie de savoir. Et je vais pas te mentir, évidemment que j'aurai de somme si je ne suis pas éligible à celui-ci. Vu tous les efforts qui ont été mis en place, ce serait plutôt triste. Maintenant parlons un petit peu plus de cette approche qui du coup est de cibler plusieurs airdrops en même temps. Alors on n'est pas spécialement sur un concept qui est nouveau, voire même révolutionnaire non plus, mais c'est toujours cette même idée que quand tu fais une transaction, eh bien tu peux être actif sur plusieurs projets en même temps. Alors évidemment, je vais pas te laisser sur ta faim et on va regarder quelques exemples d'activités de ce type-là que tu peux réaliser. La première pour moi, c'est évidemment de passer par Jumper quand tu fais tes swaps. Pour une raison très simple, pour chacun de tes swaps, tu vas pouvoir le faire passer et par Jumper et par Odos. Là, on peut voir juste ici, l'agrégateur, c'est Odos. Donc ici, par exemple, je suis sur Zcasing, je veux swapper en USDT. Voilà, il va me proposer tout simplement de passer par Odos. Odos étant un agrégateur qui n'a pas de jetons et Jumper également un projet qui n'a pas de jetons. C'est vraiment tout bête, mais c'est une petite habitude qui te permet de grinder deux projets en même temps sans pour autant avoir grand chose à faire. Parce que des swaps finalement c'est quelque chose que tu fais fréquemment. Ensuite un deuxième exemple, et ça c'est toujours sur Jumper, c'est pour utiliser des bridges. Et là tu peux essayer de te diriger vers des bridges qui n'ont pas encore de jetons. On pourrait par exemple parler de Stargate si Layer 0 se décide à faire un deuxième airdrop vu que le premier est indiqué en tant que snapshot numéro 1. Ou encore un certain All Bridge juste ici qui n'a pas encore de jetons
jetons non plus. Attention par contre, ces bridges là généralement ne sont pas les plus optis, à l'inverse de Cross par exemple, qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, mais là je ne t'apprends probablement pas grand chose, tu vas voir toutes les dApps qui sont construites sur des réseaux qui n'ont pas encore de jetons. Je pense par exemple à Zcash plus SyncSwap. Alors bon, là où il y a clairement débat entre Zcash et SyncSwap qui sont peut-être très proches, d'autant plus si tu souhaites déposer de la liquidité. Et ça c'est valable pour tous les combos sur lesquels tu as des blockchains plus des projets qui n'ont pas encore de jetons. Alors évidemment, ça marche par contre plus ou moins bien en fonction des plays. Je veux dire, tu regardes Mode plus Scheme Exchange ou alors Ionic, ben les résultats étaient clairement pas là. Maintenant, si tu commences à partir sur quelque chose de différent, type ce qu'on a ici avec un SyncSwap plus Zcash, même si je le rappelle, ça commence à faire tard là si c'est un dossier que t'as toujours pas attaqué, et bien autant maximiser quand on peut le faire. C'est d'ailleurs quelque chose que tu peux également faire du côté de Scroll plus Ambient. Ou encore si tu es plutôt sur Starknet, du côté de Starknet plus Ekubo ou alors Starknet plus Avenue. Bref, il y a quand même pas mal de possibilités à ce niveau-là. Toujours dans la même veine, on peut également parler de Zora, pour lequel aujourd'hui tu peux faire les mints sur la blockchain de ton choix. Alors malheureusement, il ne me l'affiche pas, mais très souvent tu vas avoir le choix et tu vas pouvoir décider par exemple de payer ton NFT sur Base, ce qui du coup te permet de travailler Zora plus Base. Et ça c'est clairement pas négligeable. Et si tu veux aller encore un cran plus loin, tu peux également le faire via Layer 3, là où de temps en temps il y a des mints sur Zora. Attention par contre, ils ont tendance à les faire payer un petit peu plus cher. Et encore un autre point à ne pas négliger, c'est que quand tu as besoin d'utiliser des applications spécifiques, de chercher si effectivement il n'y a pas une alternative qui n'a pas encore de jetons. C'est tout bête, mais si tu as prévu de passer des trades, pourquoi ne pas les faire sur LogX Pro ou alors sur Woofy Pro afin de générer des points pour Orderly, plus pour LogX si tu utilises LogX. Alors effectivement, ces projets-là, c'est pas du tout les meilleures expériences utilisateurs, mais quand tu réfléchis avec la perspective d'un airdrop plutôt sympathique, bah pourquoi pas? Ça devient pas si déconnant que ça de troquer un petit peu de confort pour potentiellement des jetons en plus de ce que tu aurais dépensé dans tous les cas. Même si je sais que oui, les frais de transaction sont généralement plus élevés sur ces perps. Et exactement dans la même catégorie, on pourrait par exemple mettre le Perpetual de Jupiter, là où si tu as prévu de passer des trades sur Solana, Ethereum ou encore Bitcoin, et bien pourquoi ne pas le faire sur un projet qui a déjà annoncé un prochain airdrop et surtout qui récompensera probablement ses nouvelles fonctionnalités. Ici le trading par exemple. Plein des exemples comme ça, là je t'ai juste montré certains que j'avais en tête là maintenant tout de suite, mais si tu cherches un petit peu plus loin, que tu vas sur certaines blockchains un petit peu exotiques, tu trouveras très probablement des plays de ce type là. Et pour terminer la vidéo, je voulais te dire que ce soir à 18h on va publier un nouvel article sur le Grimoire du Mage. Du coup, c'est une newsletter qu'on publie 2 fois par semaine, avec notamment l'édition gratuite du samedi qui fait le récap de toute l'actu airdrop. Ce qui te permet notamment de gagner énormément de temps avec toutes les informations directement au même endroit. Voilà, si ça t'intéresse, c'est directement le premier lien en description. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!